quand tu exposes un instrument, bien, tous les journalistes viennent te poser des questions, ils font des photos. C'est eux autres qui vont décider par la suite de passer dans la revue Sky and Telescope ou Astronomie ou d'autres revues américaines comme Telescope Maker. Ils vont passer les instruments qui passent là sur le terrain. Ici, on voit le mont Palomar où il est situé. En haut, on voit le mont Wilson, puis en bas, le mont Palomar, en bas à gauche. Là. À ce moment-là, il y a une bonne différence, peut-être bien de 300 000 à peu près, là, sur la côte de l'océan Pacifique. Le site a été choisi. Ici, on peut voir comment ils ont fait pour choisir. C'est que tout de suite, quand Russell Porter est arrivé, ils ont demandé de dessiner un petit télescope de 4 pouces. Puis Porter a dessiné un petit télescope de 4 pouces pour aller faire des tests de seeing, qu'on appelle, pour évaluer la qualité de ciel sur différentes montagnes de la région. Puis ils ont décidé que le mont Palomar était plus favorable parce que déjà le mont Wilson était très près de Los Angeles. À ce moment-là, Los Angeles commençait déjà à faire de l'interférence. C'est comme ça que la décision a été prise suite au test de seeing de bâtir l'observatoire au mont Palomar. C'est là que le site a été choisi. Ça a été choisi en janvier 1931. Ici, ce qu'on va voir sur 4-5 diapos de fil, c'est les dessins. Ça, c'est des dessins faits à la main par Russell William Porter. Porter a été reconnu comme étant un des plus grands dessinateurs américains. Ça a été un des hommes qui avait la plus grande justesse et exactitude dans la troisième dimension. Si on regarde la hauteur, la largeur et la profondeur de tout ce qu'il y a sur ce dessin-là, c'est qu'on arrive à 99,9% d'exactitude de qu'est-ce qu'est le télescope 200 pouces du mont Palomar. C'est incroyable. Je vais vous raconter des anecdotes tout au long du montage. Ça a-t-il été dessiné avant la construction? Tout avant ça. Ça a été fait ça en 1900... ça a été fait autour de 1931, ça. J'ai des dates à quelque part. Bon. C'est marqué dessus. La date, mais ça c'est 1931. 39, bon, 39. Regarde, Porter, lui, il a été engagé à partir des années là, 1930, peut-être 32. Là. Il faudrait que je fouille dans les notes là, pour voir l'année exacte. Puis il a commencé à faire ses dessins. Il a dessiné le télescope au complet comme ça. Regarde, il a dessiné d'autres angles où tu voyais le télescope dans la fourche, quand le télescope descendait pour observer près de l'horizon. Il a fait d'autres dessins pour montrer le télescope quand il observe à l'est, à l'ouest. Il a fait des dessins dans tous les sens inimaginables. La cage où serait l'observateur, la fourche du télescope, la base, le système d'entraînement, l'observatoire, tout est dessiné de A à Z. Ici, on a un dessin du support, du porte-cellule, ni plus ni moins, du miroir de 200 pouces du mont Palomar. On peut voir l'épaisseur du miroir, du 200 pouces du mont Palomar. On peut voir toutes les genres de cavités, de petits alvéoles qu'il y a sur le miroir du mont Palomar. Puis, tout était dessiné. Ça, c'était du Russell Porter. Suite au dessin de Russell Porter, là, il y a un paquet d'ingénieurs, de dessinateurs et de mécaniciens qui se mettaient dans les plans officiels pour dessiner dans les 3 angles, hauteur, largeur, puis perspective, profil, pour dessiner chacune des pièces qui allaient dans le 200 pouces du mont Palomar. Mais il partait toujours de l'idée originale de Russell Porter. Ici, on voit les genres de sus qui sont dans les alvéoles sous le miroir. Ici, on voit un dessin beaucoup plus sophistiqué. Un détail d'une alvéole ou d'un support. Juste pour votre information, qu'est-ce que ça fait sous un miroir de télescope, un système comme ça? Aussi complexe, avec tout le paquet de virables là-dedans, de poids, de contrôle. Il y en a sûrement, comme M. Doucet, qui a une bonne idée. Sûrement. Qu'est-ce qui arrive, un miroir de télescope? Vous savez que quand on polie, on le teste au testeur Foucault pour avoir
une lecture de la longueur d'onde. Bon, on veut avoir un miroir de 1/10 de longueur d'onde. Quand on a un petit miroir, ça ne porte pas grand problème. Mais quand on parle d'un grand miroir comme le mont Palomar, c'est que le miroir s'effondre sur lui-même. Pour prévenir ça, quand le miroir observe au zénith, qui est carrément vers le haut, c'est qu'ils ont tout imaginé un système de... Ici, on peut imaginer ces deux poids-là, quand ils avaient sur des leviers, ils forment un levier, ça pousse sur tout ce système-là, ça forme un piston qui vient se coller sur le fond du miroir et qui pousse le miroir. Donc, le miroir du mont Palomar a peut-être une 50aine de systèmes comme ça. C'est tout dans des grosses suces de rubber. Puis tout le miroir du mont Palomar, ils connaissent, les astronomes, exactement à quelle place. Ici, on voit que si le poids, tu le tasses, bien, on peut voir que le poids peut donner plus de poids, plus pour monter. Si vous imaginez ça, que vous le tassez à la verticale, que le télescope observe à l'horizon, les poids ici ne servent plus. La cage va plutôt ouvrir sur le côté, au lieu de pousser dans le fond. Parce que le miroir, quand il est rendu sur le côté, c'est la masse de côté du miroir qui tend à faire que le miroir vient ovale. Tout le système fait que tout le miroir est complètement réajusté, dépendant s'il observe à un certain angle avec le télescope. Tous ces systèmes-là, c'est tout dessiné par Russell Porter. Puis son beau-frère, Oscar Sattmarchel, qui a fait le télescope Antares, est allé travailler comme mécanicien au mont Palomar. Puis il a justement été mécanicien puis homme de tour et de fraiseuse pour faire toutes ces pièces-là. Juste dans un attirail comme ça, il y a de quoi faire 10 télescopes d'amateurs. C'est incroyable, toute la mécanique qu'il y a dans ça. Ici, on voit les... ils appellent ça les pads, les berceaux qui supportent la grosse fourche du télescope du mont Palomar. Il y a eu des conflits là, entre les physiciens et les astronomes ou les mécaniciens de haute gamme. C'est que le poids, la friction qu'il y a du berceau qui touche au pad qu'on appelle ou au roulement à billes, c'est une pression à cause du poids du télescope du mont Palomar, c'est une pression de 22 000 livres par pied carré. Ça peut vous donner une idée comment c'est pesant cette masse-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que selon les ingénieurs, ils ont calculé une pression de 22 000 livres par pied carré, c'est suffisamment pesant pour que des roulements à billes se règlent ou se brisent carrément juste en roulant comme ça avec des poids si pesants que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imaginé des coussins à l'huile. C'est que tout ce système-là de mécanique qu'on voit, c'est un paquet de petites valves avec des vents de rubber autour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent de l'huile avec des pompes. Chacune des pompes émet une pression entre 210 et 385 livres par pouce carré. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que le fait que le télescope porte sur un bassin d'huile, mais qui n'est pas, comment je dirais, il n'est pas libre, le bassin d'huile, il agit juste entre la pression, c'est que ça prend juste 50 livres par pied carré de pression. Quand le télescope est supporté par les 5 pads qu'il y a comme ça autour de la fourche, c'est qu'ils ont parti de 22 000 livres par pied carré pour se rendre à 50 livres par pied carré. Juste en supportant la fourche du télescope sur des coussins d'huile. C'est une entreprise gigantesque juste pour penser le système de mouvement d'une masse comme ça. On va lâcher un peu l'histoire du télescope du mont Palomar. Donc, les mécaniciens bâtissent d'un côté le télescope du mont Palomar, les argumentations pour la grosseur de la fourche, puis la force, la puissance, la flexion. Puis d'un autre côté, la compagnie Corning Glass Works de New York hérite du contrat de couler ce qui va devenir le plus grand miroir de télescope aux États-Unis. Ils font venir le sable de France, comme de raison, parce que c'est les compagnies françaises qui ont les plus beaux sables, puis les plus beaux mélanges de sortes de sable pour réussir à faire du verre.
Le sable arrive à la compagnie Corning Glass de New York. Tout le sable est mis dans un gros haut fourneau. Ça a pris exactement 16 jours pour réchauffer le haut fourneau à 1575 degrés Celsius pour faire fondre le sable pour que le sable devienne en verre liquide. 16 jours pour chauffer les fours à cette époque-là. Là, on est en 1934. Qu'est-ce qui arrive? Le haut fourneau était une masse gigantesque de verre en fusion. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait transporter ce liquide-là avec des genres de petits contenants. C'était des contenants qui pouvaient supporter quelque chose comme 600-700 livres de verre liquide. Ils ont transporté le verre liquide dans le haut fourneau qu'ils avaient construit spécialement avec la forme. Toute la base du haut fourneau était faite la forme du miroir du Mont Palomar. Tous les alvéoles sont dessinés, formés. Puis quand il arrivait avec ces petits contenants-là, avec le Pyrex, qui était complètement liquide, il faisait couler dans différentes parties, dans différentes cavités, il faisait couler le liquide. Mais il fallait déjà que le four soit complètement chaud pour que le verre reste toujours complètement en fusion. Ça lui a pris à peu près 1 semaine et demie juste à transférer le verre du grand haut fourneau à aller au moule où il moulait. Le miroir, après ça, il fallait faire refroidir toute cette masse-là. Donc le coulage a fini en 1934, puis on fait refroidir en descendant d'un quart puis d'un demi-degré par jour. Ils ont fini en 1936 de refroidir la masse. Ils ont eu une peur écœurante, comme on dit, dans les années 1935. Il y a eu un tremblement de terre à New York, puis ça l'a fait vibrer. Il n'y avait rien de certain, eux autres, si le miroir était suffisamment solide pour être capable de prendre des secousses. Ils l'ont su juste après, vraiment, là, que le four a été complètement refroidi en 1936. Le premier miroir qu'ils ont fait, il pesait 14,5 tonnes, juste le verre. Ça, c'est rempli d'alvéoles, comme on voit, là, tout plein de trous. La partie de verre a à peu près 1 pied d'épais. Puis, toutes les alvéoles, c'est à peu près 6 pouces en chaque. Des fois, ça pèse 14,5 tonnes, puis c'est allégé du 3/4 de sa masse. Donc, quand ils ont sorti le miroir pour la première fois du moule, ils se sont rendus compte qu'il était plein de fissures. Il y avait des fentes qui n'étaient pas bonnes. Ils ont cassé tout ça, ils ont remis tout le verre dans les hauts fourneaux, puis ils ont recommencé à faire fondre. Puis ça a pris encore une période d'1 an et demi à 2 ans avant d'avoir le deuxième miroir qui a été fait au Mont Palomar, qui est aujourd'hui le miroir du Mont Palomar. Donc en 1936, le deuxième miroir est fini. Après que le miroir est fini, on a un miroir qui est rudimentaire comme ça. On peut voir que c'est très rude. Les astronomes peuvent marcher dessus, il n'y a pas de problème. La masse mesure 4 pieds de haut par 200 pouces exactement de diamètre. C'est la plus grosse pièce. Pendant à peu près 2 semaines de temps, Corning Glass de New York ont eu des visites guidées du monde de New York puis du monde entier. Allaient voir la plus grande masse de verre au monde couler. Ils allaient voir ça. C'était un spectacle juste d'entrer dans le fourneau où ça a été refroidi. Là. Fait que le monde allait voir ça. Là, le voyage du miroir a commencé. C'est que le miroir a été coulé ni plus ni moins à New York, à Corning Glass, dans l'État de New York. Puis le miroir a été transporté à Pasadena, en Californie. C'est un voyage de 3000 milles. Le train qui a été organisé pour transporter le miroir, c'est un train de 4 convois. Il y avait un convoi à l'engin, il y avait du ravitaillement pour le charbon, puis il y avait l'autre, c'était pour des repas pour les quelques personnes qui étaient sur le train. Puis il y avait le 4e convoi, c'était, puis la dernière train, il y a 5 convois. Puis l'avant-dernière, c'était le miroir 200 pouces.
Ce qui est assez mémorable dans le voyage des 3000 milles du miroir, d'abord, le train n'a jamais dépassé 25 000 à l'heure de vitesse. Il y a une assurance de 3 millions de dollars qui a été prise avec une compagnie américaine pour couvrir le disque de verre. Chaque jour, avant que le train passe sur le chemin de fer était inspecté, vérifié en cas qu'il y aurait des pépins, dynamite ou n'importe quoi. Il y a une place qui ont été obligés de dévier aux côtés d'une ville parce que le miroir à sa hauteur, ça ne passait pas d'un viaduc. Donc le miroir a fait un voyage, ça a pris exactement 16 jours. Puis tous les soirs, quand le miroir arrêtait dans des villes américaines, des petites villes, c'était une grosse fête autour du miroir du Mont Palomar. Il n'était même pas poli encore, il était uniquement une pièce de verre. Donc au bout des 16 jours, notre fameux disque de 200 pouces, la cage était faite en acier solide, le miroir était mis là-dedans dans des pattes, dans des rembourrages là, spéciaux. C'était quelque chose de grandiose, c'était ce qu'il y avait de plus gros au point de vue de travail qui avait été fait aux États-Unis, de plus gigantesque. Ici, on est rendu à Pasadena. Ils ont bâti une usine pour polir le miroir du Mont Palomar. C'est gigantesque, c'est énorme. On peut voir la machine pour polir le miroir. On voit ici le petit disque qui servait, l'outil, qui est vraiment pas gros, à peu près 24 pouces de diamètre. Puis c'est cet outil-là qui se promène sur le miroir. Ici, c'est pendant une étape du polissage, on peut commencer à voir les alvéoles à travers le verre qui est poli. Ici, on voit que le miroir commence à ressembler à un miroir de télescope. On commence à voir à travers le verre. Les astronomes, on peut voir des petites marques blanches. Le testeur Foucault est installé au plafond de ce bâtiment-là. Chaque place où on voit des taches, c'est que il y a des défauts, soit de courbure ou des bosses. Toutes les taches que tu as sur le miroir. Puis les astronomes vont faire des corrections, soit avec le main ou avec le petit miroir, juste pour aller donner des petites corrections, mais très, très localisées. J'ai une diapo où on voit seulement qu'une tache sur le miroir. Puis l'astronome, il va juste la frotter avec son pouce pour aller finir la correction 2-3 fois. Puis là, ils font un test au testeur Foucault, puis ça l'a enlevé du verre. Tu me crois, Thomas? Ouais. C'est pas des farces. Puis Alvin Clark testait ses miroirs de télescope comme la lunette de Yerkes avec ses doigts. Il n'y avait même pas de testeur Foucault. Alvin Clark, la manière qu'il testait, juste comment les lentilles, puis ils ont examiné récemment la 36 pouces puis la 40 pouces, ils ont refiguré avec tous les moyens modernes d'informatique d'aujourd'hui, c'est des corrections mineures qu'ils ont faites dessus. Puis Alvin Clark, la manière qu'il testait, c'est qu'il y avait une petite boule de roulement à billes de 1/8 de gros qui était d'un coin de l'usine. L'usine avait 200 pieds carrés, son usine à Alvin Clark, où il polissait. La boule était d'un coin, il y avait des miroirs installés dans les 4 coins. Fait que la lentille du télescope était une place, puis il faisait le tour de l'usine avec les miroirs, puis il envoyait un faisceau lumineux sur le roulement à billes, puis il jugeait comment la pinpoint appelle du roulement à billes était sharp. C'est avec ça qu'il jugeait comment ces lunettes étaient performantes au point de vue polissage. Foucault n'avait même pas encore inventé son testeur Foucault quand les premières lunettes qu'Alvin Clark faisait, dans les 1897. Foucault, c'était en 1841 qu'il l'a fait, là. Ça veut dire qu'avant 1841, Clark ne servait pas d'un testeur Foucault. Fait que ici, on voit le miroir qui est passablement terminé. Ici, on voit le miroir qui est complètement terminé. Ça peut vous donner une idée de la limpidité du miroir. Partout où il y a un pied de verre, on voit carrément à travers. Qu'est-ce que les astronomes sont en train de faire, les astrophysiciens? Ils sont en train de tester le miroir avec un peu comme de l'infrarouge et du... C'est quoi l'autre procédé pour voir s'il y a des fissures? Je pense que c'est infrarouge. C'est qu'ils testent toutes les parties du miroir en cas qu'il y aurait une fissure, même pas visible à l'œil, dans le verre. Ça, ils ont fait le miroir à la grandeur. Donc, le miroir est fini de polir, il est vérifié, il est impeccable, super beau. Puis, ils montent ça dans le télescope. Ici, on a une photo assez mémorable, c'est que
À gauche, c'est Oscar Satmacha. C'est le beau-frère de Russell William Porter qui est au centre avec sa calotte. Les gars ont vieilli, on est rendu en 1947-49. Puis l'autre à droite, c'est Ernest Flender. C'est tous des fondateurs ça, de Springfield-Vermont, de Stellafane. Ce qui est assez spécial sur cette photo-là, c'est une des dernières photos qui a été prise de Russell Porter aux côtés du... ça, c'est au foyer primaire du télescope du Mont Palomar. C'est la cage du foyer primaire qu'on voit à droite. Le tube est beaucoup plus gros que ça. On voit les ramifications, là, les araignées, ni plus ni moins. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Une chose sur Russell Porter, c'est que Russell Porter était un astronome amateur qui a dessiné tout ça. Puis, Russell Porter a ressenti de tout le groupe d'astrophysiciens et de mécaniciens diplômés et gradués des universités, il a ressenti une certaine froideur. À un point tel que aujourd'hui on voit encore des livres qui sont écrits sur l'histoire du télescope du 200 pouces du Mont Palomar, puis ils ne citent même pas le nom de Russell Porter. Quand il y a eu les soirées d'ouverture, le nom de Russell Porter n'a même pas été cité. C'est comme si des astronomes professionnels auraient complètement délaissé, c'était pas important ça, les dessins, la petite engineering de M. Porter, là, ça valait pas grand-chose. C'est nous autres, les gros professionnels, qu'on a fait le télescope du Mont Palomar. Puis il y a eu un argument majeur, aller même à la fin de construction du Mont Palomar, on peut voir sur la photo qui suit, tout le monde de l'engineering américain était certain qu'un berceau de cette envergure-là, ça prendrait une barre pour le retenir en haut. Puis Porter, lui, il jurait dur comme fer qu'une structure comme ça, il n'y avait pas de flexion, ni d'un quart de longueur d'onde, ni d'un dixième de longueur d'onde. Puis que Porter a gagné sur tous eux autres, en tout cas sur tout le calcul mathématique. Puis ici, vous avez le télescope fini, le 200 pouces du Mont Palomar. Ça vous donne une bonne idée comment c'est près des dessins de ce que Russell Porter avait fait. Ce qu'on peut voir à droite en bas, le genre de passoire qu'on voit là, c'est la plaque de métal qu'ils mettent devant le miroir du télescope pour tester, faire les tests optiques. Tu connais-tu, Thomas, ce principe-là? Non, je ne connais pas. Ils ont exactement la même chose au Mont Mégantic. Les Mont Mégantic. Bon, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils placent cette plaque de métal-là, ici, ils la placent carrément devant le miroir. Chacun des trous est identifié à un numéro. Ils font le meilleur foyer avec le télescope, puis ils prennent une photo. Chacune des étoiles qui est photographiée dans chacun des petits carreaux, dans le carreau 89, qu'on va dire, elle est au foyer, dans le carreau 88 au côté, elle est hors foyer. Tout est regardé au microscope. Puis là, ils savent, après qu'ils ont fait cette photo-là, que dans le carreau 87 ou 89, le miroir a un petit défaut de courbure. Fait que là, si on revient à nos supports de tout à l'heure, ils disent le miroir, il faudrait qu'il remonte d'un quart de longueur d'onde. Ils disent on va reculer les grosses vis qu'il y avait sur les ajustements du miroir. Ils font un paquet de corrections. Fait que c'est comme ça qu'ils ont étudié le miroir, puis tous les ajustements dessous, ils savent exactement pour tout placer le miroir pour que toutes les étoiles qui sont sur le miroir soient au foyer au microscope. Au Mont Mégantic, ils font la même chose. Mais au lieu d'avoir des ajustements comme Porter a dessiné de la mécanique, ils ont un bassin de mercure, mais tout isolé dans des suces de rubber. Puis il y a tous des cadrans sur le dessous du Mont Mégantic. Il y a des cadrans qui sont placés à 53 livres de pression, d'autres à 17, d'autres à 82. Ça veut dire que le miroir, il n'est pas poussé partout égal. Cette petite pression-là en livre qui pousse sous le miroir permet d'avoir un miroir qui va te donner à plein champ. Tu vas regarder une photo du Mont Palomar. À plein champ, les négatifs du Mont Palomar, c'est 14 pouces carrés. Chaque négatif du Mont Palomar. Ça veut dire que dans 14 pouces carrés, eux autres, les étoiles sont au foyer au millième de pouce. Fait que c'est la méthode qu'ils prennent. Ils prenaient ça en 1949.
Ici, on a Hubble qui est dans la cave du foyer primaire du 200 pouces du Mont Palomar. La cave a exactement 6 pieds de diamètre. Russell Porter a complètement dessiné le principe, puis l'observateur observe à un oculaire exactement comme on observe dans nos télescopes. Un oculaire de 20, de 30 ou de 10 mm. C'est exactement le même principe, mais lui, au lieu de mettre un diagonal, c'est qu'il se place directement au foyer primaire. Le télescope du Mont Palomar, ici c'est la photo de la soirée d'ouverture. La soirée d'ouverture s'est passée le 3 janvier 1948. Déjà, Russell Porter était décédé. Hale était décédé aussi à l'époque. Sous le télescope du Mont Palomar, c'est une salle de conférence de 250 places. C'est gigantesque, c'est immense, c'est incroyable. L'impression qu'on aurait d'être là-dessous, c'est comme si tu serais dans un gratte-ciel quand tu es sur le télescope. Puis quand ils ont fait la présentation, c'est le directeur de Carnegie Institute qui a fait la présentation. C'est là qu'ils ont nommé Hale comme étant l'astronome qui avait préconisé l'idée. Puis ils ont dit on va appeler le télescope Hale. C'est comme ça que le télescope du Mont Palomar, il s'appelle, on va le voir, Hale Observatory, mais Hale Telescope aussi. Donc le télescope, il était en opération. Ici, c'est l'observatoire qui a été terminé, le bâtiment. Vous pouvez voir qu'une photographie, c'est très près de la première que j'ai présentée du dessin de l'observatoire de Russell Porter. L'observatoire mesure 135 pieds de large par 137 de haut. Ça commence à faire un bâtiment assez imposant. Non, c'est une photo, ça. Photo colorée. Oui, mais c'est une photo d'un vieux livre de 1947, un livre de français, là. C'est tu sais, 48, là. C'est dans les débuts, là. C'est d'un livre français que je vais ramasser cette photo-là. Puis, mais ce que je trouve drôle aussi sur la photo, c'est que l'observatoire Hale est de la même couleur que le chalet à Stelvin. Tu sais, il y a du Porter là-dessus, ça. Puis cette couleur-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire cette couleur-là à Stelvin? C'est qu'ils ont ramassé tous les restants de peinture du village. Quand tu ramasses tous les restants de peinture, des couleurs pâles, tu mêles ça ensemble, ça fait tout le temps rose. Tu vas mêler un paquet de couleurs, là, puis la chimie des peintures, ça fait rose. Un rang de rose brunâtre un petit peu, là, puis le chalet à Springfield est peinturé avec les restants. Le chalet de Springfield, ça a été bâti avec 125 piastres que Russell Porter a donné au club d'astronomie. Puis, Chose Harkness a donné 2 fois 120 ou 125 piastres. C'est eux autres qui ont payé le bois de l'observatoire, mais la peinture, ça a été ramassé à Springfield. Ici, on voit des photos du Mont Palomar. Je pense que c'est Messier 13, hein? Y en a-tu qui connaissent ces deux petites étoiles, hein? Ou bien c'est M5? Non, c'est M13. Mais je suis pas sûr, je ne garderai pas, en tout cas. Il faudrait que je regarde là, dans la revue où je l'ai copié. En tout cas, c'est sûrement marqué. Là. Mais ça, c'est au foyer primaire. Ça peut vous donner une idée. Quand le télescope grossit un peu, c'est épouvantable. Il entre carrément d'un amas globulaire comme Messier 13 ou autant Messier 3. Mais d'après moi, c'est Messier 13. Puis, qu'est-ce qui arrive? On peut juger de la qualité des photos par la grandeur puis la netteté d'image. C'est à grand champ, c'est incroyable. Comme la tête de cheval au foyer primaire du télescope, ils sortent des photos. Nous autres, avec nos petits télescopes, on essaye ça, puis c'est de peine et de misère, on vient juste à bout de sortir un petit peu d'image. Le Mont Palomar était un instrument passablement performant, mais déjà, suite au 3 janvier 1948, ils ont détecté des défauts qu'ils ne pouvaient pas corriger. Fait que, ils ont ressorti le miroir du télescope, ils ont refiguré le miroir, ils ont fait du polissage. Puis ça a été en octobre 1948 avant qu'ils refassent d'autres photos avec le miroir du Mont Palomar.
C'est depuis octobre 1948 que là, vraiment, le miroir, il est au top de sa performance. On peut voir une idée des meilleures photos qui pouvaient sortir de Saturne. C'était pas encore comme nos voyageurs, mais c'est quand même une résolution pas mal meilleure que nos 8 pouces ou nos 12 pouces. Saturne? Sombrero? Oui, sombrero. Oui. M54. M54. On peut voir ici, dans cette photo-là, le nombre d'araignées qui tiennent le télescope du Mont Palomar. Quand une photo, l'araignée va avoir 4 pattes, les étoiles les plus brillantes, quand les étoiles ont 4 pointes, 4 scintillements, c'est l'indice que le diagonal est à 4 pattes. Ben non. Un télescope qui va avoir 3 ramifications, tu vas avoir 6 points. Mais tu n'es pas capable de faire un porte-oculaire avec un nombre de ramifications pour arriver à faire une étoile à 5 points. C'est toujours en réalité, un 4, il n'a toujours juste 4 parce que la réflexion des petites pattes se fait dans le vis-à-vis l'autre. Tandis qu'un porte-oculaire, un porte-diagonal à 3 pattes, la réflexion se fait entre. Tu vas voir 3 pattes qui sont grosses, puis 3 autres qui sont plus petites. Ils sont pas face à face. Parce qu'ils ne sont pas face à face. Mais quand on regarde des photos, on peut dire comment le télescope est bâti juste en regardant des photos. Et voilà, c'est la fin de l'histoire du Mont Palomar avec, comme on voit, des photos. J'ai emmené quelques livres. S'il y en a qui veulent voir d'autres photos du Mont Palomar, j'en ai dans des livres ici. Ici, j'ai un livre sur la vie de Russell Porter. C'est plein de photos de Russell Porter, sa vie, ses fabrications. J'ai pas parlé tellement aussi de James Harkness. James Harkness, qui était sénateur du Vermont, c'est un inventeur incroyable. James Harkness, il a, je pense que c'est 110 ou 125 inventions à son compte. C'est un inventeur terrible. C'est pas des petits bonhommes de rien. Oui. C'est M50. Ah oui, mais ça, c'est pas... c'est pas une photo, ça. Sortir comme ça. Une image laser, ça. C'est pour ça que tu n'as pas les mêmes... tu n'as pas les bandes noires là-dessus. Les bandes noires là-dessus sont interprétées comme de la lumière blanche. Parce que l'autre est exposé depuis longtemps. Et comment c'est qu'ils nettoient ça, le Mont Palomar? Ils sont quelconques. Bon, ben, ils ont une comment je dirais... C'est M54. C'est sombrero. Oui. C'est la même, mais c'est pas pris dans les mêmes longueurs d'onde, pas les mêmes types de photos. Ça ressemble à du CCD, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, pour nettoyer le miroir du Mont Palomar? Ils font comme au Mont Mégantic. Je sais qu'au Mont Mégantic, ils ne sortent pas tout le temps du télescope. Ils mettent le télescope de côté, les astronomes marchent dedans, puis ils vont avec des tampons mouillés, puis ils vont juste essuyer le miroir. Ils ne sont pas si délicats que ça, nos astronomes professionnels ou nos techniciens. C'est qu'ils savent qu'ils vont réallumiser le miroir 3 et 4 mois, 3 et 5 mois. Parce que ça dérange aussi. Ils vont, ils nettoient, ils enlèvent les poussières, puis ils recommencent une autre soirée d'observation. Puis à tous les 4 à 6 mois, ils réallumisent le miroir au complet. Ils sortent le miroir avec des gros lifts, là, puis ils ont une coupole à vide pour réallumiser le miroir. C'est notre observatoire à Champlain, là, lui, il a besoin d'une cure de température. La veille, là, il y a bien des poussières.
il devait avoir plus d'aluminium qui va être fait en Mais pour laver un miroir, tu mets ça dans un bassin, tu fais couler de l'eau tiède avec un tampon de doigt, puis du savon. Savon à vaisselle. pour nettoyer un miroir, mais des petits. Mais je sais qu'au Mont Mégantic, ils vont carrément nettoyer avec des genres de Kleenex, mais qui ne font pas de poils, de poussière, là. Des Kleenex antiques, là. Puis ils vont nettoyer le miroir, ils ont un seau de d'eau, ils sont ça là-dedans, puis ils frottent ça un peu, puis ils essuient. Ils enlèvent les grosses taches qui peuvent se former. C'est les techniciens qui font ça. André Paul a déjà vu les techniciens qui nettoient le mont. Fait que c'est, regarde, c'est des photos et copies. En réalité, c'est sur ce livre-là, avec toutes les... on les voit très bien, les dessins de Porter. Ici, c'est des dessins exacts. Là. Le châssis d'en haut. Regarde, le sidérostat était placé là. Sidérostat. Puis le gars était placé là, donc le rayon du soleil arrivait dessus, ça montait ici. C'est-à-dire, il arrivait là, il frappait un miroir là, il s'en venait là. Même toi, la longueur focale. Puis on voit ici, le chalet, regarde ici, il observe dans sa maison, Porter, il observe à son oculaire. C'est dans le chalet, ça. J'en ai plusieurs articles qu'il fait venir de Russell Porter là, dans les vieilles. Là. Alors, celle-là, ici, c'est grâce à maison. Grâce à maison à Russell Porter, c'est qu'en réalité, c'est sa première observatoire. Puis sa maison, lui, il voulait... là, t'as ton crédit. Il y a un seul défaut que ça a, ça, ce télescope-là, un télescope Springfield, intérieur, extérieur. C'est pas de la turbulence, c'est de la condensation sur les verres. Tu sais, sur le miroir. Ah ouais, c'est tout le schéma. Regarde ici, tu as le schéma de l'optique. Regarde, la lumière des étoiles, ce miroir-là, il bouge, ça tourne sur les roulements à billes. La lumière s'en va là, elle revient sur un secondaire à montrer. Maintenant, ça lui faisait des focales, des carrés. Lui est bien assis dans sa maison, puis il observe. Tous ces articles-là sont. Une grande partie de ces articles-là sont reproduits dans les autres livres. Oui. Moi, là, c'est qu'à mesure que j'achète des livres, bon, mais là, mon livre, on connaît telle référence, puis bon, parce que je sais que ça a été publié dans telle revue, bon, ben là, je l'ai fait fun, tu sais, de Porter. Regarde, c'est les premiers articles qu'il écrivait dans la revue Populaire Astronomie en 1923, le premier club d'astronomie à Springfield, Vermont, là, puis il parlait des télescopes, des gars bâtissaient, Fallen. C'est les copies que tu ramasses, ça, tu sais. Et à vous, là, c'est impressionnant. Puis au télescope, là, tu vois le voyage, tu vois la lumière, ça prend de la volonté, si tu veux, là, c'est justement, selon les montagnes. Si tu veux débrancher... On a pensé vraiment à filmer le show dans vos paysages. C'est ça qui est drôle. Il va gagner par en haut. On est à full gagner. Je sais pas pourquoi il y a Regarde, il y a deux cadrans solaires. Un cadran horizontal puis un cadran équatorial. Pour monter le cadran horizontal, c'est que ça simplement ouvrir ça, t'enlèves un petit collet ici. Là, ça te donne ton cadran horizontal. Dans le texte, ici, il y a un texte. Comment trouver le méridien du lieu? Bien facile, ça, tu pourras faire ça avec tes jeunes. Comment trouver? Tout seul, c'est pas bon. Tu connais la lumière. Tandis qu'avec ça,